La Volga est le plus long fleuve d'Europe. Prenant sa source au nord de Moscou, elle parcourt plus de 3600 km avant de se jeter dans la mer Caspienne. Elle joue un grand rôle dans l'imaginaire russe, inspirant de nombreux romans, tableaux et chansons. Elle a également donné son nom à une ville d'1 million d'habitants, Volgograd. Précédemment appelée Tsaritsyn, elle a porté, entre 1925 et 1961, un nom mondialement connu, irrémédiablement attaché à la plus grande et la plus terrible bataille de l'histoire, Stalingrad. Dans Mein Kampf, Hitler décrit sans ambiguïté son programme une fois arrivé au pouvoir. L'extension de l'espace vital germanique en direction de l'Est. Sa cible principale est l'URSS. S'il présente la France et le Royaume-Uni comme des adversaires de l'Allemagne, l'Union soviétique est vue comme l'ennemi absolu. Foyer selon lui du judéo-bolchevisme, il est obsédé par la destruction de ce qu'il décrit comme un pays sombre et sauvage, peuplé de sous-hommes. Il veut éradiquer cette population et repousser les survivants au-delà de l'Oural, en Russie asiatique. Cette guerre, qu'il déclenche le 22 juin 1941, est différente de celle qu'il a déjà menée. C'est sa guerre, celle de la race contre la masse. L'opération Barbarossa ne doit pas seulement détruire l'État soviétique, mais également éliminer massivement les populations juives et slaves. Convaincu de la faiblesse de l'armée rouge, il dit à ses généraux « Enfoncez la porte, et toutes ces constructions pourries s'effondrera. » Prenant par surprise Staline, la Wehrmacht remporte rapidement de nombreux succès, infligeant à l'armée rouge de lourdes défaites. Elle envahit l'Ukraine, la Biélorussie, les pays baltes et parvient aux abords de Leningrad. En novembre, elle est aux portes de Moscou. Mais Hitler a gravement sous-estimé les contraintes logistiques. Les lignes de ravitaillement sont allongées démesurément, la boue, puis le froid, ralentissent ses troupes épuisées. Et le 5 décembre, l'armée rouge, bien que très affaiblie, contre-attaque et repousse les Allemands d'une centaine de kilomètres. La porte a été enfoncée, mais la construction tient toujours. 2 jours plus tard, les États-Unis entrent en guerre. L'Allemagne va devoir bientôt se battre sur 2 fronts. Mais Hitler s'obstine. Il veut détruire l'URSS. Pour lui, l'échec de la prise de Moscou n'est dû qu'aux intempéries. En cela, il sous-estime gravement le sentiment patriotique russe. Découvrant les atrocités des SS à l'arrière du front, le sort épouvantable réservé aux prisonniers de guerre et les brutalités vis-à-vis des populations civiles, les Russes s'unissent derrière Staline, jusqu'ici détesté. L'industrie soviétique tourne à plein régime, fournissant à l'armée des milliers de chars et d'avions. Refusant de croire ses services de renseignement, qui lui indiquent que l'URSS est encore debout, Hitler décide de mener une deuxième campagne qui sera décisive. La masse des armées soviétiques se trouvant devant Moscou, Hitler décide de lancer sa prochaine opération au sud. Il donne pour objectif à la Wehrmacht les champs pétrolifères d'Azerbaïdjan, sur la mer Caspienne, au-delà de la chaîne du Caucase. L'Allemagne bénéficiera ainsi d'énormes réserves de pétrole, tandis que l'Union soviétique en sera privée. Immobilisée, l'armée rouge ne pourra s'opposer aux puissantes divisions Panzer qui traverseront la Volga et remonteront vers Moscou par le sud. 2 groupes d'armées sont créés en vue de l'offensive. Le premier, constitué de la première armée Panzer et de la 17e armée, s'emparera de la ville de Rostov, puis traversera les chaînes montagneuses du Caucase et prendra la ville de Bakou et ses immenses champs de pétrole. Le deuxième, constitué de la 4e armée Panzer et de la 6e armée, protégera le flanc nord du premier groupe en fonçant vers l'est, traversant la rivière Don, puis établissant une solide ligne de défense le long de la Volga. La ville de Stalingrad, qui s'étend le long du grand fleuve, est à peine évoquée dans les plans allemands. L'offensive allemande démarre le 17 mai 1942. Une fois de plus,
sa supériorité tactique demeure. Les Panzerdivision, appuyés par l'aviation, rompent les lignes russes et foncent vers l'est. La 6e armée, commandée par le général Paulus, remporte un succès éclatant près de Kharkov, détruisant plusieurs divisions soviétiques. Les troupes allemandes foncent vers le sud et l'est, brisant toute opposition. À Moscou, c'est la panique. L'armée rouge, qui souffre toujours de retard tactique et de désorganisation, semble à nouveau lâcher prise. Le cauchemar de 1941 semble se répéter. L'offensive allemande semble irrésistible. La 6e armée fonce vers l'est, tandis que le groupe sud se dirige vers le Caucase. Mais arrivé au pied des montagnes, celui-ci commence à piétiner. Les Russes utilisent habilement le terrain pour freiner les troupes allemandes. La 6e armée de son côté bénéficie du terrain plat de la steppe russe et avance à toute allure. Les soldats allemands contemplent le paysage florissant du pays des Cosaques. Hitler se remet à rêver d'implanter des colonies dans ce pays, destinées à le repeupler et le germaniser. Il n'avait probablement pas lu la nouvelle de Tolstoï, « Combien de terre faut-il à un homme ?» Dans celle-ci, un riche paysan, désireux d'accroître ses biens, se rend en Bachkirie, où on lui dit que pour seulement 1000 roubles, il pourra avoir autant de terre qu'il sera capable d'en parcourir en une journée. Ravi, l'homme se met en route. Se prenant au jeu, il convoite toujours plus de terre, qui l'incite à aller plus loin. Soudain, il se rend compte que le soleil se couche. Il court à toute vitesse pour revenir, mais épuisé par sa course, il meurt en atteignant le but, et il est enterré sur place. Et Tolstoï de conclure « 6 pieds de la tête au talon, c'est tout ce dont il avait besoin. » Jusqu'ici, Stalingrad n'apparaissait quasiment jamais dans les plans allemands. Mais un événement inattendu va tout bouleverser. Le 23 août, les éléments de pointe de la 6e armée franchissent la rivière Don. Devant eux, le vide. Les troupes soviétiques, dépassées par l'avance allemande, sont prises au dépourvu. La 16e Panzerdivision, appuyée par l'aviation, fonce vers Stalingrad, distant de 75 km. Les bombardiers allemands lancent un terrible raid sur la ville, qui est transformée en champ de ruines, en faisant des dizaines de milliers de victimes. Au soir, la 16e Panzerdivision atteint la Volga au nord de la ville. À Moscou, c'est un coup de tonnerre. Staline, dont la ville porte le nom, est foudrage. Il ordonne qu'elle soit défendue à n'importe quel prix, exigeant des renforts immédiats. Pour Hitler, le message « La Volga est atteinte » est également une surprise, mais aussi une formidable opportunité. Ses troupes ne cessent de piétiner dans le Caucase, les champs pétrolifères de Bakou restent hors d'atteinte. Face à cet échec stratégique, il voit dans la prise de Stalingrad l'opportunité de sauver la face et d'obtenir une victoire symbolique. Il ordonne à la 6e armée de s'emparer de la ville. En une journée, Stalingrad est devenue le centre de l'attention des deux camps. Elle va ainsi devenir le théâtre d'un duel à mort entre Staline et Hitler. Le commandement de la 62e armée soviétique, qui défend la ville, est confié au général Vassili Tchoukov, 42 ans. Sa mission est claire, il doit tenir la ville à n'importe quel prix. Aucune reddition, aucun repli n'est autorisé. Arrivé sur place, il constate que la situation est dramatique. La 62e armée est en sous-effectif, le moral est au plus bas, les désertions se multiplient. Déjà, les éléments de la 6e armée allemande investissent les faubourgs de la ville. Staline a donné des ordres d'une férocité inouïe. Tout homme qui s'est replié sans ordre est fusillé sur place. En première ligne, les soldats doivent abattre leurs camarades qui ont tenté de déserter, sous peine d'être eux-mêmes condamnés. Les renforts, qui doivent traverser le fleuve à bord de petites embarcations, sont harcelés par les avions allemands qui les mitraillent sans répit. À bord, les hommes du NKVD encadrent étroitement les soldats. Tous ceux qui se jettent à l'eau sont abattus sommairement. Lorsqu'ils débarquent, ils se retrouvent au milieu des décombres d'une ville en ruine.
Ils doivent tenir leur position à tout prix, aucun repli n'est toléré. À peine débarqué dans la ville, le général Tchoukov constate que celle-ci est totalement en ruine. Et ces ruines, il est bien décidé à s'en servir. En effet, elles offrent une multitude de cachettes de positions défensives très difficiles à éradiquer. En terrain découvert, l'armée allemande est invincible grâce à sa supériorité tactique. Mais celle-ci est annulée au milieu d'une ville. L'aviation ne peut plus couvrir les troupes à terre car les objectifs sont plus visibles. Quant aux chars, ils sont très vulnérables aux attaques de quelques fantassins simplement équipés de cocktails Molotov. Tchoukov va donc imposer aux Allemands un combat au corps à corps dans lequel les Russes excellent. Protégés par les ruines, ils dissocient les chars de l'infanterie puis les attaquent séparément. Des hommes se faufilent dans les égouts puis attaquent les Allemands dans le dos. Des petits groupes de soldats utilisent couteaux, pelles et grenades et harcèlent l'ennemi. Un des épisodes les plus célèbres de cette résistance acharnée est celui de la maison Pavlov. Cet immeuble, baptisé du nom du chef de l'unité qui le défend, le sergent Pavlov, résiste avec acharnement avec seulement une poignée d'hommes. Pendant des semaines, il repousse tous les assauts ennemis sans que l'immeuble ne soit pris. Un nouveau type de combattant apparaît, les snipers. On sélectionne les meilleurs tireurs de l'armée rouge et on leur donne pour mission de se faufiler derrière les lignes allemandes et d'abattre en priorité les officiers afin de désorganiser la troupe et atteindre son moral. Le plus célèbre d'entre eux s'appelle Vassili Zaïtsev. Ce jeune berger de l'Oural est capable d'attendre une cible pendant des heures immobile dans sa cache. Calme, patient, il ouvre le feu au moment d'une explosion pour ne pas se faire repérer. Jusqu'à la fin des combats, il abat 149 Allemands. Le général Paulus, jusqu'ici optimiste sur ses chances de prendre la ville rapidement, doit revoir ses plans. Tous les jours, il doit nommer des sous-officiers en remplacement des officiers abattus par les snipers. Il constate rapidement que le moral des soldats allemands baisse dangereusement, tant leurs pertes sont élevées. Ils appellent ce type de combat la Rattenkrieg, la guerre des rats. Hitler s'impatiente de plus en plus. Ses troupes piétinent dans le Caucase. Il a besoin à tout peu d'une victoire de prestige en prenant la ville qui porte le nom de son ennemi. Il est totalement obsédé par Stalingrad, au point de perdre de vue les réalités du front. L'hiver russe approche à nouveau, donc un ralentissement des opérations et par conséquent une probable nouvelle année de guerre à l'Est. L'URSS n'est toujours pas vaincue et le temps travaille contre l'Allemagne. Les usines soviétiques tournent à plein régime, fournissant à l'armée rouge un matériel de combat conséquent et de qualité. L'industrie allemande ne peut suivre. Mais Hitler s'obstine. Il maintient une pression maximale sur Paulus qui doit prendre la ville. Ce dernier est épuisé par la tension nerveuse. Dormant à peine, il développe des tics nerveux et se montre de plus en plus fébrile. En face, pour Tchoukov, c'est encore pire. Malgré la résistance de ses troupes, les Allemands avancent inexorablement vers la Volga. Également à bout de force, la tension nerveuse se traduit chez lui par une maladie de peau très douloureuse. D'autant qu'il a appris une nouvelle effarante. Ses approvisionnements en munitions et renforts sont revus à la baisse. Fin octobre ou début novembre, les Allemands tentent de conquérir le quartier industriel de la ville. 3 immenses usines en ruine sont leurs cibles, mais là encore, les fantassins russes, dissimulés dans les décombres, résistent âprement. À la mi-novembre, Tchoukov constate qu'il ne tient plus qu'une minuscule bande de terre le long de la Volga. Ses troupes s'accrochent désormais du bout des ongles à Stalingrad. Il apprend alors que ses approvisionnements en munitions sont encore revus à la baisse. Mais cette fois, il comprend. Quelque chose se prépare du côté soviétique, une grande offensive qui va enfin soulager son front. Mais il ne peut imaginer l'énormité de ce qui se prépare. Une opération audacieuse qui va retourner complètement la situation et renverser le cours de la bataille et de la guerre. Dès le début de la bataille, l'état-major soviétique a lancé des offensives sur le flanc nord de la 6e armée pour soulager Stalingrad,
mais celles-ci ont tout échoué, les troupes de Paulus tenant fermement leur position. Le général Zhukov, chef de l'état-major général, comprend qu'il faut trouver une autre solution. De nombreux rapports lui sont parvenus sur les troupes roumaines, alliées des Allemands, qui tiennent le front à l'ouest et au sud de la 6e armée. Celles-ci sont mal équipées, mal commandées, et les soldats roumains ne comprennent pas ce qu'ils sont venus faire en Russie. Zhukov propose alors à Staline un plan très audacieux. Masser un maximum de blindés à ces deux endroits, percer le front, puis lancer les chars à l'arrière de la 6e armée. Les deux pinces devront converger vers la petite ville de Kalach et ainsi mener un encerclement complet de la 6e armée. Ce plan très ambitieux doit reposer sur un secret absolu. Seuls Staline, Zhukov et son adjoint Vassilevski sont au courant. L'opération est baptisée Uranus. Zhukov commence à parcourir incognito le front pour bien se rendre compte de la situation. Puis il met sur pied de nouvelles divisions blindées qui devront effectuer la percée. Des milliers de trains acheminent discrètement les troupes vers les points d'attaque. Tous les mouvements se font de nuit. L'offensive aura lieu en novembre, lorsque la neige et le brouillard empêcheront l'aviation allemande de prendre l'air. Le secret qui entoure l'opération est tel que les chefs d'unité ne recevront leurs ordres que quelques heures avant l'attaque. Le général Paulus a également remarqué la faiblesse des troupes roumaines. Inquiet pour ses flancs, il en fait part à Berlin, mais Hitler réfute ses arguments, convaincu que l'URSS est à bout de force. Il lui interdit la création d'une force blindée capable de s'opposer à une attaque. Le 19 novembre 1942, au quartier général de l'armée rouge, Zhukov attend avec anxiété le début de l'opération. Il sait qu'il joue gros. 60% de tous les blindés dont dispose l'URSS ont été mis à sa disposition. À l'aube, des milliers de canons pilonnent les positions roumaines 120 km à l'ouest de Stalingrad. Puis les troupes de choc se lancent à l'assaut. La percée est acquise à deux endroits et immédiatement, les blindés s'engouffrent dans la brèche. Ils ont pour ordre de foncer droit devant eux en direction de la ville de Kalach le plus vite possible en contournant les points de résistance s'il le faut. Côté allemand, les communications sont mauvaises, on ignore l'étendue de la percée. Paulus ne se rend pas compte que les troupes soviétiques sont sur ses arrières. Le lendemain, une autre percée a lieu à 50 km au sud de Stalingrad. C'est la deuxième pince de l'attaque. Là encore, les chars russes s'enfoncent profondément dans le dispositif allemand. Et le 23 novembre, ils rejoignent ceux partis de l'ouest, à Kalach, exactement comme prévu. L'opération Uranus a réussi. À la 6e armée, malgré de mauvaises communications, la plupart des hommes comprennent la situation. Ils sont encerclés. D'assiégeurs, ils deviennent assiégés dans un gigantesque chaudron. L'angoisse monte très vite. À Berlin, c'est la stupeur. Hitler rejette la responsabilité de l'encerclement sur les Roumains, alors que c'est lui-même qui a rejeté avec dédain la possibilité d'une attaque russe. Les généraux allemands plaident pour la mise en place d'une force de secours commandée par l'un des meilleurs stratèges de l'armée, Erich von Manstein. Hitler acquiesce, mais lorsqu'on lui demande de doubler cette attaque par une sortie en force de la 6e armée, il refuse catégoriquement. Abandonner Stalingrad serait un terrible affront. Il ordonne donc à la 6e armée de tenir sur place en attendant les secours, puis il demande à Göring, à la tête de la Luftwaffe, si elle peut organiser un pont aérien. Celui-ci, avec une incroyable légèreté, répond avec l'affirmative sans même vérifier. Il faut au minimum 750 tonnes de vivres de munitions quotidiennes pour les 250 000 hommes encerclés. Les Allemands manquent d'avions pour une telle opération. De plus, le mauvais temps, la DCA et l'aviation soviétique vont considérablement gêner ce pont aérien. Dans le meilleur des cas, seulement 250 tonnes de ravitaillement parviennent quotidiennement à la 6e armée. Rapidement, celle-ci manque de tout. Les rations de vivres sont brutalement baissées, le carburant manque, les obus et les cartouches se font de plus en plus rares. La 6e armée, naguère si puissante, s'affaiblit considérablement. Son seul espoir, le maréchal Manstein. Au sud-ouest, celui-ci a démarré son attaque, mais la neige et le froid le ralentissent. Les soviétiques, qui ont anticipé ses mouvements, résistent âprement.
Dans le chaudron, la situation s'aggrave. Les soldats manquent de tout, eau, munitions et surtout vivres. On enregistre les premiers morts de malnutrition. Côté soviétique, le moral des troupes remonte considérablement. Après 1 an et demi de défaites et d'humiliations, les soldats de l'armée rouge savourent leur revanche. Lorsque Staline interroge Zhukov sur leur état d'esprit, celui-ci répond « Nos soldats découvrent le goût de la victoire, et ils adorent ça. » D'autant que Zhukov lance un second coup de tonnerre. Il a repositionné les blindés de l'opération Uranus encore plus à l'ouest, et le 16 décembre, il perce les lignes de la 8e armée italienne, tout aussi mal équipées que les Roumains. Les divisions blindées soviétiques foncent droit vers le flanc gauche de Manstein. Pour y faire face, et empêcher ainsi un écroulement complet du front, celui-ci doit stopper son offensive de dégagement de Stalingrad. Dès lors, le sort de la 6e armée est scellé. Dans la ville, Tchoukov, prévenu de l'encerclement des Allemands, peut enfin souffler. La Volga, prise par les glaces, permet l'acheminement des renforts qui remplacent ces hommes qui résident depuis presque 3 mois dans la ville martyre. Leur incroyable résistance a sauvé l'Union soviétique. La 62e armée est rebaptisée 8e armée de la garde. À la fin du mois de décembre, les Allemands se refoulaient partout sur le front et ils évacuent le Caucase et le sud de la Russie. La 6e armée est totalement isolée, à des centaines de kilomètres en arrière du front. Pour les soviétiques, c'est le moment de donner le coup de grâce. Le 8 janvier débute l'assaut final. Pilonnés par l'artillerie et l'aviation, à bout de force et de munitions, les soldats de la 6e armée résistent pourtant courageusement, mais ils n'ont aucune chance. Les derniers aérodromes où atterrissaient les avions de ravitaillement tombent l'un après l'autre. Le général Paulus, épuisé par la dysenterie, sombre dans le désespoir et l'apathie. Le 30 janvier, Hitler nomme Paulus maréchal. Le signal est clair. Aucun maréchal allemand ne s'est jamais rendu vivant. Mais Paulus, écœuré par les fausses promesses du Führer, qu'il tient pour principal responsable du désastre, refuse de se suicider. Le 31 janvier 1943, Paulus, à bout de force, signe la capitulation de la 6e armée. « 90 000 hommes se rendent à l'armée rouge. » Les soviétiques sont eux-mêmes surpris par l'ampleur de leur victoire. Une armée entière, composée de 20 divisions d'élite, a été totalement anéantie. La situation sur le front de l'Est est complètement retournée. En Allemagne, c'est un traumatisme. La défaite de Stalingrad est la pire subie depuis l'ère napoléonienne. La population, sidérée, comprend que la guerre est en train d'être perdue. En revanche, dans le monde entier, on comprend que les forces de l'Axe peuvent être vaincues. Pour les 90 000 prisonniers de la 6e armée, le calvaire est loin d'être fini. Ils savent qu'ils n'ont aucune pitié à attendre de leur vainqueur. Ils sont emmenés vers l'Est, en Sibérie, par un froid épouvantable. Après la guerre, ils seront maintenus en détention jusqu'à la fin de la reconstruction de l'URSS. Les derniers libérés retrouveront l'Allemagne en 1955. Ils ne seront que 5 000. La ville, elle, est complètement anéantie. Au début de 1944, le général de Gaulle, en visite officielle, survole Stalingrad. Il est effaré par l'étendue des dégâts. Le lendemain de la reddition allemande, un officier russe, observant les colonnes de prisonniers avançant au milieu des ruines de Stalingrad, ne parvient pas à contenir sa rage. Les observant avec haine, il leur crie « Dans 2 ans, Berlin ressemblera à ça ».